Merci à vous d'être venus ce soir. Stéphane, Pieracini est avec nous, donc il est infirmier, coordinateur de formation, en fait, pour, les infirmiers. Il nous fera, son quelques retours, en fait, sur, ses conditions de travail, l'expertise dans son domaine de santé et un petit point sur la formation. On a avec nous Élie Boisize qui est, chirurgien dentiste, qui va nous parler ce soir un petit peu, de la qualité de soins et éventuellement les déserts médicaux. C'est un sujet très, très important, dans le domaine de la santé. Et enfin, avec nous, Jean-Loup Durousset, qui est donc le coordinateur en santé pour Nouvelle, Énergie, qui nous donnera ses impressions un petit peu sur tout ça et qui nous parlera aussi de notre approche face aux maladies chroniques, à la chronicité des maladies. Ça concerne tout un tas de sujets, notamment le handicap, des maladies récurrentes et je sais que ça touche certains d'entre vous ce soir et ou des familles, donc ça va être, je pense, très intéressant. Voilà. Vous avez aussi, avant qu'on commence, un petit, un petit onglet pour discuter par texte et si vous avez des réactions pertinentes, je les passerai en direct en même temps, aux intervenants directement, voilà. Donc je vous souhaite, heu, une bonne réunion à tous. Donc je vais commencer avec toi Stéphane, bonsoir. Est-ce que tu es là Stéphane? Oui. Bonsoir, oui, oui, je suis là, bien sûr, pas de souci. Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. Et je vais te laisser si tu veux faire une petite présentation rapide, sur ton Oui. expérience et cetera et on enchaînera avec, la formation. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Stéphane Pieracini, je suis infirmier coordinateur de service de médecine au sein de la PHM à Marseille. Depuis quelques années, bon, j'exerce depuis 1997, donc quelques années d'expérience. Et mon domaine aujourd'hui d'expertise, pas d'expertise parce que je suis pas un expert, mais mon domaine est donc la coordination des soins au niveau de trois services. Ainsi que récemment, une charge qui concerne un peu, d'être référent sur le tutorat des étudiants infirmiers et c'est de ça que je vais vous parler ce soir. C'est justement de cette formation des étudiants infirmiers qui aujourd'hui, commence à poser problème au sein des services. L'intérêt professionnel que l'on a tous en tant qu'infirmiers, c'est de pouvoir, la finalité, c'est de pouvoir transmettre notre savoir de professionnel dans de bonnes conditions pour permettre aux étudiants infirmiers de se positionner en tant que futurs professionnels de santé. Et aujourd'hui, on a quelques soucis, on va dire, sur cette nouvelle formation qui a été mise en place depuis 2019, notamment, sur l'adéquation entre la formation initiale que les étudiants infirmiers ont et la réalité professionnelle qu'ils retrouvent sur le terrain. Heu, Récemment, on a été particulièrement préoccupé par les conditions de formation que l'on donne aux infirmiers aujourd'hui. Je m'explique. Aujourd'hui, les infirmiers qui sont dans les ou les infirmières, excusez-moi, qui sont dans les services ont une telle charge de travail que la formation qu'on essaie de leur donner aux étudiants est un peu tronquée. Elle est un peu, on va dire, un peu, mis un peu de côté à cause de la charge de travail. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, au niveau infirmier, il y a beaucoup de problèmes, à ce qui se pose sur le nombre de professionnels et cette inadéquation que l'on a aujourd'hui, on la juge préoccupante parce qu'en fait, on se retrouve avec des jeunes étudiants qui arrivent, qui sont stressés, qui sont en situation de mal-être pour la plupart d'entre eux. Je dis pas pour la totalité d'entre eux, parce que beaucoup s'en sortent très bien, hein, mais on sent que, la sélection par le système de Parcoursup est inadaptée et elle est à l'origine de beaucoup d'abandons au cours des études. Je crois que récemment, une étude avait été faite par un service qui avait estimé que lors de la première année, il y avait un taux d'abandon qui était aux alentours des 13% des étudiants en soins infirmiers. Cette situation permet un peu de relever un peu l'inadaptation de la sélection par l'algorithme Parcoursup, puisque on a une demande surabondante. Elle dirige beaucoup les étudiants vers les vers les instituts de formation en soins infirmiers. Mais malheureusement, il y a un manque flagrant pour certains, je dis pour certains, de motivation ou de préparation à la réalité de la formation. Heu
récemment, une commission d'enquête sénatoriale a été alertée un peu sur cette situation préoccupante des conditions. Et aujourd'hui, de nombreux interlocuteurs de cette commission d'enquête sénatoriale ont fait souligner qu'une partie des difficultés de recrutement du personnel infirmier est également liée au fait que, on a une attente à un nombre d'effectifs qui initialement entre dans les écoles, mais qui n'est plus la même à la sortie. Et on se retrouve avec une carence de jeunes étudiants ou d'étudiants infirmiers ou de futurs professionnels de santé. Je vais vous donner un exemple. Dans le service où je suis, je m'occupe donc de 3 services, de médecine, médecine interne et gériatrie. On a un service de 27 lits complètement fermés, par manque de personnel et médical et paramédical. Ça crée un décalage énorme puisque c'est ça, ces lits de services, enfin ces services qui sont fermés, heu, font cruellement défaut. Et là, je vais rebondir sur un autre sujet, c'est le problème des urgences. Font cruellement défaut aux personnes qui sont en attente dans les services d'urgence et qui ne peuvent pas trouver de lit pour vider les urgences et puis permettre un certain turnover au niveau des urgences. Pareil pour certains services de gastro-entérologie que je connais, où certains services ont fermé beaucoup de lits. Donc en fait, pour revenir un peu à l'histoire de la formation des soins infirmiers, plusieurs niveaux, de problèmes sont relevés, notamment, le déroulement des stages hospitaliers obligatoires au cours de ces études, qui sont effectués souvent dans des situations très dégradées, voire peut-être des fois maltraitantes, selon certains témoignages que l'on a recueillis. Heu, dis-moi? Oui, Je vais préciser quelque chose, j'ai parlé de 19 groupes tout à l'heure, c'était 14 pardon, mais à culpa, on m'a soufflé dans l'oreille. Jean-Loup, je vais te faire, rebondir là-dessus si tu es là. Bonsoir Jean-Loup. Bonsoir à tous et à Bon toutes. Bonsoir Jean-Loup. Est-ce que, tu comprends un petit peu ce que Stéphane nous dit, notamment, sur la formation infirmier, et sur la formation en général? Parce que j'avais relevé aussi quelques chiffres, à ce niveau-là, mais ça c'est, sur un autre thème, hein, c'est sur la médecine en général. On a un problème de formation des médecins, qui a été en partie réglé avec, l'augmentation du numerus clausus de 15 en 2020, mais clairement, on se retrouve, comme a dit Stéphane, avec pas beaucoup d'étudiants qui sortent réellement des écoles et qui se retrouvent à être en condition, à enfin avec des hôpitaux ou des centres de soins à bout de souffle, qui ont besoin de beaucoup plus de personnel et du coup, est-ce que tu retrouves aussi, cette chose qui consiste à dire, ben, on demande beaucoup trop aux étudiants en sortie à la sortie des écoles? C'est-à-dire on les considère déjà comme des médecins formés et aguerris, quoi. En fait, sur ce sujet, il y a au moins trois problématiques que vous évoquez. Le premier, c'est que tout le système est basé non pas sur une analyse des besoins, mais une capacité en moyens. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais fait ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle des emplois. On l'a fait il y a maintenant 15 ans à peu près. Dans certaines régions, on avait fait une gestion prévisionnelle des emplois paramédicaux. Ça avait déclenché des choses, mais depuis, c'est tombé un peu en désuétude. Les organismes qui sont en charge, ce sont les ARS par leurs observatoires régionaux. Et c'est sur cette base des besoins, en fait, de tous les acteurs de santé, parce que souvent, on a une vision tronquée du besoin qui consiste à dire c'est quoi le besoin hospitalier ou c'est quoi le besoin du médico-social, mais les professionnels de santé, ils peuvent être partout, en fait, et c'est ça qui est intéressant. Ils peuvent être installés en ville, ils peuvent être dans l'industrie, ils peuvent être dans le scolaire. Et en fait, il faudrait analyser la totalité du besoin pour pouvoir redéfinir une politique de formation plus adaptée. La deuxième chose qu'on constate, c'est qu'effectivement, et Stéphane l'a dit, c'est pas un secteur qui est malheureux, c'est pas un secteur où il n'y a pas de candidats. Il y a énormément de candidats pour embrasser la carrière paramédicale ou la carrière médicale. Il y a 90 000 candidats en fac de médecine pour 8 000 postes. Donc, on ne manque pas de volontaires et on a une difficulté parce que le numerus clausus qui a été remplacé par un numerus à partus, je crois, et ça ne débouche sur rien. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette confrontation. Le troisième problème, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, c'est-à-dire on les met tout de suite dans l'activité et on n'a pas d'adaptation. Un jeune infirmier qui sort,
s'il doit se retrouver chez Stéphane, il va être confronté à quelque chose qu'il aura pratiquement jamais vu. C'est possible. Si on le met en service de réa, il va être totalement ignorant de son activité. C'est pas pendant sa formation qu'il a pu être formé. En bloc opératoire, il n'a jamais pratiquement mis les pieds au bloc opératoire. Dans les services spécialisés que peuvent être la cancéro ou d'autres, il ne les a pas vus. Et donc, il existait auparavant une période un peu transitoire qu'on pourrait appeler perfectionnement ou adaptation et qui a disparu. Et donc, la pénurie fait qu'on prend nos jeunes étudiants et on les met tout de suite en activité dans des zones extrêmement techniques. Et ça provoque évidemment l'effet contraire de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire un désespoir plutôt qu'un enthousiasme à pratiquer. Et ça, c'est aussi un phénomène important. Et le quatrième élément qu'on peut rajouter, c'est que les professionnels de santé, ce sont des professionnels de santé en tuyau d'orgue, comme on dit. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir un plan de carrière dans le secteur de la santé. C'est compliqué pour plein de raisons, mais c'est jamais abordé tel quel. Et moi, je pense que notre petit groupe de travail devra travailler sur cette question de mettre en évidence une sorte d'ascenseur social professionnel chez les professionnels de santé. On peut rentrer comme ASH et avoir la perspective d'être un jour, avec tout ce que ça comporte comme difficulté, devenir peut-être un jour infirmier, parce que si on a raté ou réussi son bac, mais qu'on n'a pas ensuite enclenché le mécanisme, on devrait pouvoir reprendre le fil conducteur de sa formation. Et parmi nos soignants qui sont parfois talentueux, on les sent un peu bouclés dans le dispositif. Donc tout ça, c'est à revoir. Mais encore une fois, ce qu'il faut garder comme message, c'est pour l'instant, on a plus de candidats que de besoins. Malheureusement, le dispositif de formation est inadapté à l'analyse de nos besoins professionnels. Oui, je comprends très bien. Stéphane, on m'a posé la question dans le chat. On m'a dit, alors c'est peut-être des questions un peu perso, mais je vais commencer par la première. Une formation pour devenir infirmier, c'est combien? Et on m'a demandé le salaire médian des infirmiers à peu près. Alors, pour répondre à la question, la formation, ça dure en 3 ans, pratiquement 3 ans. Ça s'est fait sur des modules, c'est tout universitaire, il y a quelques stages qui sont, sur le terrain. Le salaire médian pour une jeune infirmière qui va rentrer ou un jeune infirmier qui rentre en début de carrière, et là je parle uniquement pour le public, je ne connais pas les salaires du privé, je vous parle pour le public. Aujourd'hui, avec une revalorisation de salaire par rapport au Ségur, ce sont des jeunes qui vont tourner entre 1 800 et 2 000 € par mois, avec 2 dimanches, travaillés par mois. Voilà. Net, je vous parle. Là, je vous parle que du public, hein, voilà, ce que je connais. Bon, très bien, voilà, ça j'espère que ça répondra à la question. Hem, 2e information importante, est-ce que vous pensez oui, vas-y, Jean-Loup, si tu veux réagir? Non, 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 Ah non, pardon, non, non. excuse-moi, c'était un bruit. Donc on va repartir, on va un petit peu changer de domaine, on va essayer de naviguer un peu comme ça pour faire intervenir tout le monde. On va passer maintenant, aux déserts médicaux, c'est un petit peu cette problématique-là pour essayer d'apporter d'autres, réponses sur le sujet. Je vais te passer la parole, Élie. Est-ce que tu peux nous parler de ces problèmes? Alors, quand on évoque le terme déserts médicaux, on entend souvent, heu, on va dire dans les milieux ruraux, il y a souvent des pénuries de présence de soignants, parfois les hôpitaux sont trop loin. Je vais vous donner peut-être quelques chiffres. On a, 3 de la population, c'est-à-dire 1,5 million de personnes qui, ont renoncé à des soins cette année parce qu'il y avait, une distance trop importante avec comment dire? Un centre de soins. On a aussi, 35 de la population qui a renoncé cette année à se faire soigner parce qu'il y avait trop de temps d'attente, chez les médecins. Donc ce n'est pas que dans les milieux ruraux, c'est aussi en ville où on peut avoir, des quartiers entiers où il n'y a pas de médecin et on va avoir aussi des délais en fait avant d'avoir un rendez-vous beaucoup trop long. Donc peut-être Ellie, je te laisse parler un petit peu de tout ça, d'évoquer ces sujets-là. Je crois que tu voulais intervenir sur ça. Donc n'oublie pas, voilà. Oui, je pense que, bien, je me présente, je m'appelle Élie Boisy, je suis chirurgien dentiste, je suis, diplômé depuis 1979. J'ai enseigné, pendant 19 ans à la fac et voilà, en répondant un petit peu à toutes les questions qui ont été posées ou qui ont été soulevées, je vais parler de la formation. La formation en France est bonne, elle est très bonne même
dans les universités, on exerce au mieux cet esprit de formateur, de transmettre nos connaissances. Le problème, ce sont les effectifs. À titre d'exemple, en 79, quand j'ai été diplômé, on est sorti de Marseille en tant que dentiste, on était 160 praticiens. 160. Actuellement, il en sort 72 praticiens par an. D'une part, il y a une diminution des diplômés et d'autre part, il y a une augmentation des besoins. La France vieillit, les besoins sont accrus et il n'y a pas la possibilité d'apporter à la population les soins nécessaires. Ça va me servir d'introduction aux déserts médicaux. Alors, pour compenser cela, eh bien, on fait entrer en France des personnes qui ont été diplômées à l'étranger, notamment en Espagne, au Portugal, c'est l'Europe. Donc, les diplômés ont exactement les mêmes droits d'installation que les Français. Très souvent, la qualité de formation est déficiente, réellement déficiente. Je le constate quand je reçois des patients de mes correspondants, je vois ce qui a été fait et en interrogeant des diplômés des universités que ce soit de Porto, de Madrid ou d'ailleurs, ou de Roumanie, on s'aperçoit qu'ils ont très très peu effectué d'actes pratiques. De la théorie, oui, mais de la pratique, non. Donc ces personnes vont être embauchées parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, notamment, Emmanuel Macron a cru bien faire en créant ces centres de santé médicaux, dentaires, pour pouvoir justement pallier à cette désertification médicale dans des zones rurales notamment. Malheureusement, il n'a pas très très bien compris le problème. Il y a des besoins dans certaines zones géographiques. Or, en créant ces centres de santé, en favorisant ces centres de santé, non seulement ce ne sont pas des professionnels de santé qui les ont créés, pour la plupart, ce sont des financiers qui ont cherché la rentabilité. D'autre part, il n'a pas ciblé géographiquement l'installation de ces centres de santé. Ça fait que 80% des centres de santé sont créés dans des grandes agglomérations. On n'a pas résolu du tout le problème de déserts médicaux. C'est scandaleux. Voilà. Donc, au niveau de la formation, il y a des propositions, mais je crois que ce n'est pas le moment de parler de propositions. Mais effectivement, il faudrait, avant que ces praticiens puissent exercer en France, travailler au moins 6 mois, apprendre la pratique pendant 6 mois dans d'autres systèmes de formation. Il y a beaucoup d'idées, de très nombreuses idées à développer. Après, on pourra aller plus loin. Oui. Question. Tu poses la question à Ellie ou à moi-même? Bah oui, effectivement, devant la difficulté, il y a des tas de propositions qui sont faites. Elles sont faites dans l'urgence et sans préparation. C'est ce que dit d'ailleurs Ellie. On prend des médecins qui arrivent des quatre coins du monde, d'Europe, mais aussi des quatre coins du monde. On les met immédiatement en activité. Ils n'ont pas de période d'adaptation à notre système de santé. Ils sont en difficulté. Pareil, on a essayé de développer la télémédecine un peu dans la précipitation avec la crise Covid. Donc, ce n'est pas encore bien assimilé. Les jeunes internes ne sont déjà pas préparés à la téléconsultation. Donc, on fait un peu le yo-yo en disant ça marche, puis ensuite ça ne marche plus. Il faut arrêter, on va réduire, on va rembourser. Moi, j'ai connu la téléconsultation dans un pays qui était en difficulté maintenant avec nous, qui est la Russie, mais où ils avaient un problème effectivement de distance énorme entre l'Oural
et Vladivostok. Et donc, ils avaient déjà, il y a 20 ou 30 ans, installé déjà de la téléconsultation pour alimenter en soins et renseigner les populations éloignées. Et ça fonctionnait très bien. Ce qu'il faudrait, c'est avoir un plan d'adaptation, de réponse de toutes ces initiatives, comme les maisons de santé pluridisciplinaires. Et Elie l'a dit, c'est des initiatives chaotiques. Parfois, je regardais le 2 mai, je passais devant ma télé et je regardais ce qui était au programme. Et je le dirais, il y avait 3 communes qui se chamaillaient le seul docteur qui était présent. Et le docteur partait tous les 6 mois d'une commune vers l'autre commune qui lui avait fait de meilleurs avantages pour remplir sa maison de santé pluridisciplinaire. C'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils créent des nouvelles maisons, ils essayent de la remplir. Le seul médecin qui est disponible, eh bien, il bénéficie effectivement de tas d'avantages qui lui sont proposés et il passe tous les 6 mois d'une commune à l'autre en disant je quitte, je vais aller ailleurs. Et ça crée des tensions municipales comme jamais on a vu. Et je pense que David, qui est président des maires de France, comme vous le savez tous, est sûrement très sollicité sur ces questions de déserts médicaux, très préoccupé. Et je pense que ça va être un des grands sujets de notre groupe de travail pour essayer de faire des propositions concrètes. Ça passe par une analyse précise des besoins, encore une fois, et ça passe par des organisations. Et Elie l'a pas dit, mais on a tellement d'échecs lors de cette première année de médecine que des jeunes Français motivés pour devenir médecins, aujourd'hui ne tentent même plus la première année, enfin le premier passage par la fac de médecine en France, et vont directement en Roumanie, en Espagne, pour tenter de faire quelque chose. Ces jeunes sont nombreux, ils sont de talent, mais quand ils ont fréquenté la Roumanie, l'Espagne ou le Russe, c'est pas certain non plus qu'ils aient envie de revenir. D'abord parce qu'il faut repasser l'internat et que c'est pas fluide, c'est pas si simple. Et puis ils trouvent que parfois, dans d'autres pays d'Europe, eh ben, l'accueil est meilleur, les installations sont plus sympas, et donc parfois ils s'installent sur place, soit parce qu'ils ont aussi commencé à constituer leur vie. Mais ces jeunes étudiants qui quittent nos territoires pour aller se former dans d'autres pays d'Europe, on devrait avoir d'abord la liste, on devrait les accompagner, on devrait les surveiller et les encourager à revenir dans nos territoires pour pouvoir remplir les missions qui sont les leurs en tant que médecins. Ils sont français, mais ils l'ont quitté. C'est le vrai paradoxe français. Enfin, quand on discute avec les autres pays d'Europe, ils ne comprennent pas. Il faut savoir qu'à Bruxelles, vous avez 7 écoles de sages-femmes privées. Elles sont remplies à 80% par des Françaises qui vont se former à Bruxelles parce qu'il n'y a pas de place pour les sages-femmes en France. À Lyon, nous avons une école de sages-femmes qui doit faire 45 postes, je crois. Et donc, on refuse énormément de candidates. Chaque année, elles vont à Bruxelles pour se former et ensuite, elles reviennent tant bien que mal sur le territoire national. Voilà, ces paradoxes-là, on va les mettre en évidence, on va donner du grain à moudre pour éviter de disperser notre énergie et nos moyens. Et c'est quand même inquiétant de voir le système. Ouais, je vais prendre 2 questions dans le chat, peut-être Ellie pourra y répondre. Je crois que c'est Olivier Floch qui m'a dit: «Est-ce que les déserts médicaux ont été générés par une désertification des campagnes?» Et la deuxième question, je la poserai Oui. plutôt à Jean-Loup. Vas-y Ellie, réponds à la première et je poserai la seconde ensuite. Ah oui, effectivement, les déserts médicaux se rencontrent surtout dans les zones rurales, parce qu'il y a eu un départ, un exode vers les grandes municipalités, les grandes agglomérations et aussi par le désintérêt de certains professionnels de santé de s'installer dans ces zones-là. Il il y a des solutions. Il y a des solutions, il y a des propositions qui pourraient être faites. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais moi, je pense qu'il faudrait former beaucoup plus. Il faudrait supprimer même si le numerus clausus a changé, il faudrait le supprimer totalement et accompagner cette augmentation de praticiens diplômés par une obligation de travailler une année dans les déserts médicaux. Comme à l'époque, quand il y avait le service national, on était sursitaire, donc on avait, on ne faisait pas l'armée directement tout de suite, mais au bout de 5 ans, 6 ans ou 7 ans, on se devait de faire l'armée et puis en tant qu'officier, on nous attribuait un poste, bien sûr en fonction d'un classement, et c'était une obligation. Et bien là, ça devrait être aussi une obligation. On facilite l'accès au diplôme français en contrepartie,
on se doit de donner une année de notre vie, c'est rien, une année de notre vie, dans les déserts médicaux, pour combler justement ce déficit. Il y a un réel déficit. Tout à l'heure, Jean-Loup on en a parlé, effectivement, il y a, en fonction des avantages qui sont octroyés dans certaines zones rurales, ben, un choix, on va s'installer dans un tel village ou tel autre village parce qu'on est mieux payé, parce qu'on a plus d'avantages. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faudrait généraliser cette institution, le, le travail obligatoire dans certaines zones, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre solution. On a beau essayer de réfléchir à toutes les possibilités, il n'y a pas. Il n'y a plus l'engouement qu'il y avait, il n'y a plus la motivation qu'avaient à une certaine époque les praticiens. Cette vocation, elle existe de moins en moins, malheureusement. C'est un constat. Merci Elie. Je prends plusieurs questions à la volée. Jean-Loup, je te la pose. On me dit qu'effectivement, et j'en ai parlé tout à l'heure, il y a aussi des déserts médicaux en ville, entre guillemets, hein. C'est-à-dire des zones où les médecins, partent à la retraite. Donc j'avais un chiffre, je crois qu'en 2021, 13 des médecins sur tout le territoire, hein, ont plus de 65 ans ou plus, donc susceptibles de partir à la retraite. Et il y avait les «jeunes formés» entre guillemets, ont de plus en plus de mal à reprendre ces cabinets et moi je connais ce cas concret parce que mon médecin était parti à la retraite, il donnait carrément son cabinet, il le vendait même plus, il donnait son cabinet, sa liste de patients et cetera et il trouvait pas de repreneur. Il m'expliquait que beaucoup de jeunes médecins préféraient maintenant travailler à l'hôpital. Comment ça peut s'expliquer, Jean-Loup? Ben, ça s'explique parce que d'abord, les choses ont changé. C'est-à-dire que les études, il y a 30 ans, on avait à peu près 70% de garçons dans les promotions, 30% de filles. Aujourd'hui, on a 70%, 80% de filles et 30% de garçons. On n'a jamais écouté de façon attentive les étudiants en médecine qui sont très consciencieux. Les associations que je vois, ce sont des associations impliqués, motivés. Il n'y a pas de. Je pense que les jeunes étudiants en médecine sont totalement investis dans le parcours qu'ils veulent faire et la destinée qui est la leur. En revanche, ils ont des interrogations, des questionnements et aussi des souhaits d'organisation qui peuvent être différents. Nos collègues féminines, elles souhaitent avoir un emploi du temps adapté à maintenir une vie de famille plus cohérente avec ce qu'elles ambitionnent pour être mère et pour être femme. Et ça, c'est tout à fait respectable. Elles disent dans un cabinet, il faut être non pas un seul qui fait de 8h à 20h, mais peut-être plusieurs à assurer le même cabinet. Donc, je m'installerai avec plutôt des copines qui ont envie de s'installer. Donc, la décision n'est plus une personne qui décide, mais 2, 3 personnes qui décident d'aller s'installer dans un territoire. Elles veulent aussi que, si c'est un territoire, il faut que tout ce qui va avec, la formation des enfants, la crèche, les garderies, tout ça puisse être adapté et que surtout le compagnon puisse aussi avoir un emploi qui soit au niveau de son activité et de son professionnalisme. Tout ça, ça n'a jamais été posé comme une question et du coup, on essaye de remplir un pot avec des choses qui ne sont pas adaptées. C'est comme ça que je vois la question des déserts médicaux. Et quand tu dis il y a des déserts médicaux partout, oui, il y a des déserts médicaux partout. Dans les secteurs un peu plus, entre guillemets, populaires, banlieues, on connaît très vite les difficultés de recrutement des professionnels. Et là encore, ça pourrait se régler tout à fait magistralement parce qu'il y a dans ces quartiers difficiles des jeunes qui embrassent la carrière médicale, ils en sont fiers. Ils en sont fiers, ce sont des bons médecins à la sortie et on pourrait rediscuter avec eux sur justement redynamiser les zones qui sont fragilisées en les valorisant et en leur montrant. Je pense qu'il y a effectivement une réflexion sur l'évolution il faut écouter les étudiants en médecine sur comment ils voient leur exercice. Ils voient un exercice tout à fait raisonnable et sans doute qu'on aura aussi à revoir les modalités peut-être de rémunération, les modalités de fonctionnement. On pourra, dans notre groupe, je pense qu'on abordera la question de la rémunération à l'acte telle qu'elle est définie depuis des années et des années. Il faudra qu'on rebalaye tout ça. Donc oui, la formation et les déserts médicaux, c'est un sujet majeur et c'est un sujet quotidien, mais quotidien. Vous en avez tous conscience, j'imagine, à Paris comme ailleurs, en province. Effectivement, les patients parfois n'ont pas de médecin et c'est une vraie difficulté.
Alors, justement, dans le chat, Serge, m'a dit: «Vous abordez que par les déserts médicaux, mais il y a aussi la rémunération». Justement, c'était prévu. On va parler de la rémunération, on va parler aussi des conditions de travail parce que c'est aussi un frein, dans la santé maintenant, on sait, avec tout ce qui s'est passé et l'épisode covid, il y a eu beaucoup de comment dire? De burn-out, de surcharge de travail et on commence à se poser cette problématique que de dire on l'a vu, il y a eu un article, je ne sais plus dans quel journal, mais il y a eu un article qui disait que, bah, les spécialistes de santé, ne sont plus rémunérés à la hauteur, on va dire, des études qu'ils ont effectuées et par exemple d'autres corps de métier, sans leur fai je leur fais pas offense et cetera, hein, mais gagnent plus d'argent, sur des actes, tout aussi, on va dire, enfin complètement différents et du coup, on se retrouve à avoir, des médecins, qui, enchaînent les consultations à vitesse grand V. Donc, j'avais discuté en avant interview avec Ellie qui me disait que maintenant les médecins, par exemple, ne font plus des gestes simples comme prendre la tension, parfois, hein, ça arrive et pour enchaîner tout simplement, des patients toutes les 8 minutes au lieu d'avoir les 20 minutes traditionnelles et cetera. Donc, Ellie, est-ce que, tu partages ce constat? Et après Jean-Loup, est-ce que tu fais aussi ce constat-là? Est-ce qu'il y a un problème avec la rémunération des médecins en France? Est-ce qu'on devrait, je crois que j'ai lu ça, dans le chat aussi, sortir du carcan, bah, du «tarif imposé» entre guillemets? Oui, effectivement, je pense que les médecins, notamment les médecins généralistes, sont sous-payés. Il faudrait revoir largement l'augmentation de la consultation, qui leur permettrait peut-être de consacrer un peu plus de temps à leurs patients. Je ne sais pas si c'est la seule raison. Il y a aussi le fait qu'il y a très peu de praticiens généralistes maintenant et que la demande étant beaucoup plus importante, ils sont acculés à cette position de devoir prendre encore de plus en plus de patients. Il y a 2 problématiques. Il y a la rémunération et puis il y a, le nombre de demandes qui est accru et le faible nombre de praticiens en service. Donc voilà, c'est vrai qu'il faudrait reconsidérer la profession, lui donner un peu plus de lettres de noblesse. Il faudrait revaloriser la profession. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des cabinets qui avaient du mal à vendre leur patientèle. Moi, j'avais des associés qui sont partis à la retraite. Ils offraient, des cardiologues notamment, ils offraient leur patientèle, ils offraient leur matériel pour que les soins puissent être suivis dans notre centre médical et ils n'ont trouvé personne. C'est une grande tristesse. Maintenant, effectivement, il y a certains praticiens qui préfèrent s'installer dans des centres médicaux ou dans les hôpitaux, être salariés, avoir leurs 5 semaines de congés payés. S'ils sont malades, eh ben, pouvoir s'arrêter, bénéficier des avantages qu'a toute la population et, et dont ils ne prenaient pas conscience auparavant. Et je pense qu'une revalorisation de la profession pourrait apporter un grand plus et résoudre de nombreux problèmes. Oui, merci, Ellie pour, ce constat. Est-ce que Jean-Loup, tu partages aussi cette position? Est-ce que tu fais le même constat de ces jeunes qui justement, choisissent, la protection, bah, de l'hôpital parce qu'ils ont un salaire assuré et qu'on se dit, bah, en cabinet, il y a toutes, les déconvenues un peu administratives à gérer, il y a tout un tas de comment dire? De paramètres à prendre en compte et qu'aujourd'hui la rémunération imposée, ne justifie plus de s'installer justement en tant que libéral dans un cabinet, de soins. Oui, il y a aussi là encore un problème de formation, c'est-à-dire que la formation des médecins ne prévoit à aucun moment une formation en droit, une formation en économie, même si c'est une comptabilité basique, c'est quand même de la comptabilité, ni une formation aux ressources humaines. Il n'y a pas de formation de ce style, c'est une formation technique. Et quand elle se retrouve en bout de parcours, à cette formation qui a donné beaucoup de technicité, on leur dit maintenant, vous allez découvrir un nouvel univers, vous allez être payé à l'acte, vous devez vous inscrire à tel endroit, vous devez essayer de facturer, vous devez tenir une comptabilité. Ils n'y sont absolument pas préparés. Donc, c'est une première difficulté de sensibiliser une promotion en disant, voilà, on va vous faciliter l'installation et on va vous accompagner.
La deuxième chose, et tu l'as évoqué, c'est que le concept de je connais mes charges en début de mois et je vais découvrir mes recettes au fur et à mesure du mois, ça fait un peu moins rêver que je connais mes recettes en début de mois et je vais essayer de contrôler mes charges. Et ça, ce paradigme de la médecine de ville qui était je vais prendre l'incertitude de mes recettes au fil du mois, il avait du sens quand on pensait qu'on allait avoir plus de recettes que de dépenses. Avec le temps, les recettes, elles se sont tendues. Le niveau de vie a été un peu dégradé. Les médecins généralistes, on a tous connu des médecins généralistes qui étaient bien installés dans les communes. Aujourd'hui, un médecin généraliste, son niveau de vie s'est rapproché d'une classe moyenne, mais il n'est pas forcément très valorisé. Et du coup, chaque petit geste compte. Et c'est vraiment une difficulté majeure. Et d'autant plus que l'assurance maladie, même si elle les accompagne, elle n'a pas prévu non plus une formation spécifique pour les aider davantage dans le dispositif. Ça a été mis en place, mais ce n'est pas complètement parfait. Pour les spécialistes, c'est encore plus compliqué parce qu'aujourd'hui, ils ont en fait 2 voire 3 financeurs et ça devient complexe. Si vous avez la sécurité sociale d'un côté, éventuellement un complément qui va être remboursé par les mutuelles, et Elie connaît ça par cœur, si dans son profession c'est tout à fait le cas, plus en plus une part patient, ça devient une vraie stratégie financière, alors que la plupart des acteurs, ils ont souvent un payeur qui est en face ou qui fait le tiers payeur pour les assurances automobiles par exemple, mais ils n'ont pas 2 ou 3 payeurs à discuter sur leur rémunération. Et c'est ça le vrai projet. C'est quelles vont être les modalités de financement du système de santé demain, ce qu'on appelait à l'époque le panier de soins, qui doit prendre en charge tout ça et pourquoi et comment. Et c'est pour ça qu'aussi il y a tant de difficultés avec les professionnels de santé qui s'installent, je pense, pour ces 2 motifs. Merci, Jean-Loup pour cette réaction. On va essayer, de repartir sur un nouveau domaine parce que je vous rappelle, on doit en évoquer quelques-uns, et ensuite poser des questions et qu'il nous reste quand même assez peu de temps. Stéphane, je vais repartir, vers toi. Est-ce que tu peux On va partir sur un sujet un peu sensible ce coup-ci, c'est-à-dire les conditions un peu de travail, du milieu de la santé, et surtout dans les hôpitaux. On dit souvent, comme je l'ai précisé tout à l'heure, que, les personnels soignants font un burn-out. D'ailleurs, en France, on a en 2021, je crois, 11 des personnels soignants qui étaient en arrêt maladie, hors, période covid, où c'était 2022 les chiffres. Est-ce que tu peux nous dire les conditions de travail dans le public, hein, encore une fois, pas dans le privé qui peuvent être différentes, comment tu perçois en tout cas, l'environnement de travail et l'éventuelle surcharge de travail qu'on peut imposer justement au personnel soignant, hein? Effectivement, ça c'est un gros problème que l'on rencontre beaucoup dans les services, de médecine et de chirurgie des hôpitaux. Les conditions de travail sont assez dures, du fait heu, par rapport au fait qu'il y a un nombre, on va dire, minimum de soignants par étage et par service. Donc, je vous donne un exemple, là, c'est 2 infirmiers pour 27 lits d'hospitalisation. Donc, vous imaginez un peu, ce sont des patients qui sont relativement très lourds la plupart du temps. Et ça demande beaucoup de manutention, ça demande beaucoup de présence. On a une surcharge, on va dire, de ce qu'on appelle le travail administratif. Donc en fait, c'est du temps qu'on passe à régler des petits problèmes administratifs, des entrées et des sorties, des papiers que l'on a en surcharge et que l'on met de plus en plus en place. Mais c'est aussi du temps qu'on passe de moins en moins auprès du patient. Les patients, c'est une infirmière ou un infirmier qui va passer sur un service de 7h48 ou de 8h, il va voir son patient à chaque soin qu'il va faire, mais c'est assez rapide. Alors que la plupart du temps, ce sont des patients qui demandent beaucoup, qui demandent de l'écoute, qui demandent de la présence, qui demandent de l'empathie. Et ce côté-là du travail, on n'arrive presque plus à le faire entre guillemets. C'est assez. Voilà, on essaie de faire au mieux, au plus vite, au plus rapide. C'est un problème qu'on rencontre beaucoup dans le public. Moi, je sais qu'on a beaucoup de personnels paramédicaux qui s'en vont dans le privé parce qu'ils trouvent des conditions de travail qui sont bien meilleures que celles qui sont offertes dans le public.
Bon, je peux pas trop en parler parce que je connais pas le public, mais j'ai eu beaucoup de retours de ce côté-là. Et effectivement, on a ce qu'on appelle le vase communicant, c'est-à-dire que les gens viennent à l'hôpital, travaillent à l'hôpital public et partent au bout de 2, 3 ans vers le privé parce qu'ils trouvent des conditions bien meilleures. Peut-être beaucoup plus de stabilité. Après, peut-être les salaires sont bien meilleurs aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, effectivement, sur la surcharge de travail et les conditions de travail sont assez déplorables, effectivement. Stéphane, est-ce que tu remarques aussi, qu'à cause, de ces, comment dire? De ces conditions de travail assez tendues, on peut le dire, hein, certains perdent un petit peu cet amour du métier, s'en vont littéralement de la profession, est-ce que tu ce qui peut s'expliquer aussi, c'est que dans le public, il y a un fonctionnement, heu, on va dire avec une administration omniprésente, que tu as dû avoir, affaire Oui. à plusieurs, réunions sans arrêt et cetera par des administratives et peut-être que dans le privé, ils ne rencontrent pas ces problèmes-là, qui ont une organisation peut-être différente. Alors effectivement, le problème des réunions, on les a, mais généralement, les soignants, enfin, n'y assistent pas trop parce que justement, ils essaient de faire au mieux avec leurs patients et après, ils ont plus trop le temps de se rendre à ces petites réunions. Elles sont obligatoires la plupart du temps parce qu'il y a aussi de la formation. On a toujours une formation professionnelle qui est omniprésente, hein. On a toujours, on se remet toujours en question, on se remet toujours en cause dans notre travail, on essaie de s'améliorer au jour le jour. Mais effectivement, l'administration est très, très présente au niveau du public, demande beaucoup, énormément. C'est un problème qui est très, très récurrent dans le public, effectivement. Ouais. L'administration. Ce que je veux dire aussi, c'est excusez-moi Julien, c'est aussi il y a aussi le problème de motivation et là je reviens un peu, je reviens, excusez-moi, mais je reviens sur la formation. C'est qu'avant 2018, jusqu'en 2018, les infirmiers ou les infirmières qui voulaient se projeter dans cette profession-là avaient un entretien avec des professionnels de santé, des professionnels du milieu paramédical, médical ou autre qui étaient devant nous. Il y avait une motivation qui était demandée pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Donc effectivement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'abandon et beaucoup de départs. Donc c'est très intéressant parce que moi j'avais passé, il y a quelque temps, pour l'histoire, le concours infirmier et effectivement je peux confirmer il y a cet entretien, de motivation et cetera et c'est intéressant de savoir qu'ils ont changé, justement et c'est un petit peu, je fais un parallèle, un peu vite fait avec, la police où, les entretiens ont été vraiment allégés pour recruter toujours plus, mais au final, on voit que ça ne crée pas forcément des vocations et tu as raison, je pense, de le préciser. Jean-Loup, est-ce que sur, les conditions de travail, sur, les éventuels burn-out, des personnels de santé, est-ce que tu as quelque chose à dire? Et surtout, sur l'administration, le rapport à l'administration, est-ce que ça peut décourager? Est-ce que ça peut être contraignant? Ce qui peut obliger, bah, par exemple, certains infirmiers, certains médecins à partir vers d'autres voies ou voilà. Il y a à peu près maintenant 10 ans que les médecins ont mis en évidence leur burn-out. On a découvert que la plupart des médecins exerçant de façon solitaire se trouvaient parfois en grande difficulté psychologique. Et on a même réfléchi à avoir des sections spéciales pour adapter des soins spécifiques aux professionnels de santé, un peu comme on avait, pour certains, l'ont connu pour l'éducation nationale. Mais c'était quelque chose qui était tu, qui était couvert par une omerta professionnelle. Ça se révèle petit à petit. On a des professionnels qui évoquent plus facilement maintenant leurs difficultés professionnelles dans le secteur. Les soignants sont confrontés à ça. Ce qui a aussi beaucoup changé dans le milieu, c'est quand même nos pratiques ont complètement été bouleversées. En l'espace depuis 92 à peu près, la chirurgie a passé à 80% en chirurgie en un jour. Et donc on a des interventions qui sont d'une durée extrêmement courte aujourd'hui. Il y a quand même 1 million de cataractes en France par an, 1 million de coloscopies. Si encore il y a 20 ans, 30 ans, la cataracte restait 2 jours ou 3 jours, aujourd'hui elle reste 2 heures et demie dans un établissement. Et donc ce rythme-là pour les soignants qui participent à l'activité chirurgicale, c'est un rythme de production qui s'est accéléré. Ça a modifié l'organisation et ça a été une vraie difficulté. Et puis les derniers événements
sont venus aussi perturber. Moi, je vois ça de loin, mais la crise Covid, les remplacements inopinés, enfin, j'allais dire, il faut remplacer à tel endroit, puis ensuite à tel autre endroit. On essaye de trouver des solutions pour faire tourner l'hôpital. Cette perturbation des organisations font que les professionnels de santé ont l'impression d'être un peu chahutés dans leurs modalités. Mais Stéphane est mieux placé que moi pour le dire. Il y a effectivement une photographie à faire du milieu hospitalier pour dire comment ça marche, quoi. Combien vous avez d'absence, comment vous remplacez, quel est le rythme de travail que vous avez. Et moi, je pense qu'il y a une population qui est en grande souffrance actuellement dans le monde hospitalier. Ce sont les cadres intermédiaires qui sont des soignants, la plupart du temps, mais qui ont aussi une équipe soignante à animer, à remplacer, à organiser et en même temps à justifier du fonctionnement vis-à-vis d'une administration qui, peut-être naturellement, lui demande des comptes. Et donc, ce monde hospitalier qui est en mouvement a du mal à trouver la bonne organisation pour adapter son organisation future. Merci pour ta réponse, Jean-Louis. Je voudrais juste, on va dire, insister maintenant sur l'administration, parce que vous le savez, c'est un petit peu un sujet central dans l'esprit de David Lisnard, toute cette bureaucratie, toute cette surcharge administrative. Quand on voit que le budget de la santé n'a en réalité pas, on va dire, diminué de manière significative, mais qu'aujourd'hui on peut retrouver plus de 35% de personnel soignant. On m'a dit lors d'une réunion, un ancien chef de service m'a dit qu'aujourd'hui il y a 3,1 non soignants pour un lit. Et je crois que Sophie Morvan l'avait dit aussi dans le chat ou dans les questions avant la réunion, en disant que dans certains, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, il y avait 7200 non-soignants pour 1800 et les brouettes soignants. Comment on peut expliquer cette approche de la santé par l'administration, par la nécessité d'avoir du rendement, du résultat, des économies, je ne sais pas, pourquoi on aborde la santé sous ce prisme-là, Jean-Louis? Jean-Louis. On l'aborde parce qu'on a une histoire sanitaire. On avait une dualité entre le ministère de la Santé et la Sécurité sociale. La Sécurité sociale a été, après 1945, le payeur des prestations. Et c'était un payeur qui ne voulait pas être aveugle. Et donc, il a, au fur et à mesure des années, mis un peu la pression en disant, si je donne 1 euro, je voudrais quand même savoir à quoi il sert. Et donc, il y a eu, dans les années 80-90, tout un discours autour de l'argent que l'on dépense en santé, quelle a été son utilisation. Ce n'est pas en soi choquant, puisque l'argent de la sécurité sociale, ce sont nos cotisations. Et ils avaient le sentiment qu'il fallait quand même apporter des explications aux cotisants, qui versaient quand même des cotisations significatives. On y reviendra peut-être si vous le souhaitez, mais sur le financement de la Sécu, les cotisations restent une pression importante pour nos concitoyens. Et donc, c'est quelque chose sur lequel la Sécu, qui était paritaire à l'époque, a souhaité avoir un regard attentif. Il y avait une occultation jusqu'en 2005 de l'hôpital public qui était sous dotation globale. On versait un montant global et on disait, vous n'avez pas à rentrer dans l'hôpital pour aller voir ce qui s'y produit ou ce qui se fait. Et donc, la sécurité sociale a fait pression et le débat a été tranché en mettant en place la tarification à l'activité. Et donc, ça a permis de mettre de la transparence sur la production hospitalière, ce pourquoi on payait. En revanche, ça a mis de façon induite, pas forcément pensée, mais induite, un esprit de productivité qui a dépassé la pensée des initiateurs de la tarification à l'activité. Et donc, on est passé d'un monde où on avait un flou artistique à un monde qui est devenu productiviste, alors qu'en fait, ce qu'on souhaitait, c'était une meilleure qualité des soins pour nos concitoyens. Et c'est là où on va avoir une difficulté dans notre groupe de travail, c'est comment réfléchir à un dispositif financier qui permet de respecter la qualité des soins et qui la valorise en fonction des besoins évidemment actuels. Ce n'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a des techniques nouvelles qu'il faut financer et puis des choses qui sont mieux maîtrisées et qui peuvent être effectivement moins financées parce qu'effectivement, on a pu optimiser, gérer différemment. On a amélioré les choses et peut-être qu'on peut moins financer certaines choses. Donc, il y a un vrai sujet sur la modalité de tarification. Et il va falloir aussi trouver les modalités et se méfier que tout tarif
c'est une incitation. Et donc le décideur qui va tarifer, il doit faire le tarif en connaissance de cause. C'est-à-dire que quand on met un tarif, c'est une incitation à faire ou à ne pas faire. Et donc il faut qu'on maîtrise cet incitatif tout autant que le montant qu'on attribue. Et c'est ça qui va être, qui est la grande difficulté à l'hôpital, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de yo-yo. Aujourd'hui, les hospitaliers réclament, depuis la crise Covid, de revenir à la garantie de financement, à la dotation globale. Et on a vu l'effet immédiat, puisque certains hôpitaux ont baissé leur activité hospitalière brutalement en ayant la garantie d'un financement. Donc, la grande question pour David et pour son programme, ça va être de comment je finance un système hospitalier, mais aussi un système de ville qui remplit les missions souhaitées et dont la tarification ne sert qu'à orienter les acteurs vers les objectifs qui sont à fixer. Ça me paraît être un chantier colossal. Vous voyez, il y a finalement pas mal de chantiers dans la santé je ne sais pas si c'est même possible d'y répondre d'y répondre tous en même temps, parce qu'il y a tellement de choses à prévoir et ça, dites-vous, c'est que sur un thème, c'est que sur la santé. Imaginez sur 14 thèmes différents, tous les chantiers qui sont à entreprendre parce que depuis, des dizaines d'années au final, on a des problèmes, on a mal anticipé les choses, on a mal solutionné les choses. Hem, on va, vous voulez parler, tu voulais parler tout à l'heure du financement de la sécurité sociale. Moi j'avais lu une question, alors je vais essayer de la retrouver très rapidement, qui m'avait paru pertinente. Hop, 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 hop. Donc c'était de Olivier Floch au tout début. Il m'a dit, «Comment faire prendre conscience à une partie de votre patientèle que la santé n'est pas un bien de consommation comme un autre et qu'il a un coût élevé pour la collectivité, élément sous-estimé par nombreux de nos concitoyens?» Élie, est-ce que tu as cette impression heu, en tant que chirurgien dentiste que parfois, on a des gens qui viennent pour consommer, ou même si tu as échangé avec, des médecins de ville et cetera, pour consommer la santé comme un bien de consommation classique et pas pour répondre à un problème de santé et cetera. Est-ce que c'est là aussi une des pistes à étudier, de faire évoluer les mentalités ou de limiter tout simplement, les abus de certains qui pourraient consommer, heu, la santé comme un bien classique, quoi? Non, vraiment dans notre secteur d'activité, je ne pense pas réellement qu'on puisse être avide de soins dentaires. Je pense qu'il y a simplement une oui, oui, oui. Donc chez nous, c'est vraiment une nécessité. Quand il y a nécessité, les gens, viennent se faire soigner quand il y a réellement besoin. Après, bien sûr, tout dépend de la motivation de certains, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'abus là-dessus, à moins que ce soit des abus des praticiens eux-mêmes. C'est un autre problème. C'est un autre problème qu'il faudrait peut-être aussi, y réfléchir, pour lequel il faudrait y réfléchir. Maintenant, dans d'autres secteurs d'activité, dans le domaine médical, je ne pense pas réellement qu'il puisse, exister une demande de surconsommation. Je ne pense pas réellement. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mis à part dans l'esthétique, mais dans le reste je ne pense pas qu'il puisse y avoir un abus et vraiment une demande, importante dans certains secteurs d'activité de la médecine. Non, je crois pas. Je pense pas. Peut-être que Après je peux Jean-Loup pourra préciser, mieux répondre. ouais, Jean-Loup, je peux peut-être préciser, par exemple, on aurait des gens, moi je vais vous donner un cas concret, par exemple, des gens qui me parlaient, qui me disaient, il y a des gens qui vont, pour le moindre bobo, à l'hôpital, donc générer forcément, comment dire? Des frais et parfois ce sont des gens qui ont, le système de paiement universel et cetera, la CMU, qui viennent pour le moindre petit bobo alors qu'ils pourraient, éventuellement aller voir, patienter ou se dire, bah, prendre un Doliprane et cetera. Est-ce il y a un problème, à ce niveau-là de se dire, il y a des gens qui sont peut-être mal informés ou qui se déplacent à l'hôpital pour tout et n'importe quoi, et ça génère déjà de rallonger, l'attente aux urgences. Ça génère de tout simplement d'engager des frais de remboursement, de leur, consultation à l'hôpital, alors qu'ils n'ont
pas forcément l'utilité d'y aller et cetera. Est-ce qu'on a des gens qui sont finalement, qui vont à l'hôpital, moi j'ai un collègue médecin qui appelle ça la bobologie, donc voilà, est-ce que, Jean-Loup, tu partages ce constat? Est-ce qu'il y a des abus à ce niveau-là? Comme dit Elie, moi je suis partagé, c'est-à-dire je pense qu'il y a sur l'accès primaire que tu évoques sur les urgences, c'est possible. Après, sur les spécialistes, je ne crois pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas, c'est pas, ça fait pas plaisir d'aller à l'hôpital par principe. Euh, Après, les rémunérations des urgences, c'est pas beaucoup, hein, c'est 19 euros. Donc c'est une petite prestation. Je pense que les déserts médicaux qu'on a évoqués aussi précédemment ont fait que les patients hésitent à se dire je vais retrouver une solution en ville. Le fait aussi que maintenant, pour faire un bilan, il faut un examen radiologique et un examen biologique la plupart du temps sur une douleur abdominale, c'est comme ça que ça va se faire. Et en ville, bah, on va nous renvoyer vers le centre de radiologie ou le labo le plus proche. Et par simplification, mais bien pensé, le patient se dit bah, je vais aux urgences de l'hôpital parce que là-bas, j'aurai le service de radio et la biologie à proximité. Donc il y a toute une réflexion autour de ce thème. Comment on pourrait mettre à l'hôpital un service dit de bobologie, mais pas le service d'urgence. On pourrait créer des services de bobologie. On a essayé hein, avec des centres de consultation non programmés, comme on dit. C'est à l'étude. On essaye de le faire. Ça fonctionne pas si mal que ça pour ceux qui ont été créés. C'est-à-dire des médecins généralistes qui sont à disposition, qui peuvent répondre aux besoins d'un patient. Ce pas des urgences, c'est des patients qui viennent pour des problématiques différentes. Ils savent qu'ils ont adossé à eux un centre de radiologie et les examens biologiques, et les patients repartent derrière, mais c'est comme une médecine, une consultation de médecine générale. Peut-être que c'est aussi la réadaptation du service. C'est-à-dire que les services d'urgence ont aussi eu tendance à vouloir faire du volume, alors qu'en fait, les grands services d'urgence sont destinés à faire les urgences vitales et les gros fracas, et ça présente peu par rapport au nombre de patients accueillis. Et donc, du coup, peut-être qu'on a aussi besoin dans les services d'urgence de faire un peu de volume pour pas se retrouver avec très peu de cas dans la journée. Donc, c'est assez complexe, mais il y a des expériences qui sont tentées actuellement et je pense qu'elles sont plutôt positives. Dernier thème que j'aimerais aborder avant de passer aux questions des auditeurs, qui seront, je pense, un peu nombreuses. Stéphane, je vais venir vers toi. On a vu, il y a eu une augmentation des violences envers les personnels soignants à l'hôpital. C'est assez étonnant, mais on a vu, voilà. Est-ce que tu constates ça dans les hôpitaux publics? Est-ce que tu constates, que le personnel soignant peut être aussi, soumis à ce genre, de pratiques? C'est-à-dire des gens qui viennent énervés, des gens qui refusent d'être soignés si la personne, ne lui convient pas, des gens qui, éventuellement s'en prennent à des personnels soignants, tout simplement? C'est c'est un problème qui a été identifié depuis de nombreuses années, surtout, enfin, là, je parle pour ma paroisse, on va dire, pour l'hôpital, dont je suis infirmier, hein, l'hôpital Nord de Marseille, qui est situé dans un quartier un peu, on va dire, difficile. Mais effectivement, c'est un problème qui existe depuis de très nombreuses années. On a souvent et communément souvent été la cible d'injures, de violences physiques, de, de violences ou même de paroles dans l'air. Alors, on est confronté à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un moment de stress des patients, des gens qui viennent de la famille, de l'entourage, qui ont peur ou même qui sont pas contents du soin qu'on leur apporte et des soins qu'on leur prodigue. Mais effectivement, après une augmentation, on va dire que le caractère est devenu un peu plus violent qu'avant. Voilà, il y a un peu plus d'agression, on va dire, physique qu'avant. Avant, il y avait beaucoup d'injures, et j'en passais d'autres, mais là, c'est vrai qu'on en est venu un peu, on en vient des fois un peu aux mains, effectivement, mais ça se calme assez rapidement. C'est souvent des patients qui ont peur pour leurs proches ou voilà, c'est pas dirigé vers le personnel soignant ou vers quelque chose, mais effectivement, généralement, c'est dirigé vers l'infirmière qui est là, la petite infirmière, la jeune infirmière. Souvent, on s'en prend beaucoup aux femmes. Je suis désolé de dire, mais c'est une constante, hein. On s'en prend jamais trop aux infirmiers, mais beaucoup aux infirmières. Bon, écoutez, oui, mais c'est un problème qui est récurrent, effectivement. Pour l'intervention. Juste avant de finir, Élie, je te demande pas, si les personnes,
on va dire, monte le ton quand tu sors, la roulette parce que je suppose que ça peut être le cas. Mais voilà, on va passer tout de suite comment dire? On va passer aux questions. Donc, vous avez sur l'application normalement une petite, main pour demander à participer, à monter, à poser vos questions. Donc vous prendrez la parole, essayez d'aller assez rapidement. Vous demandez donc, aux intervenants directement. Essayez d'être aussi, dans le calme autour de vous, pour ne pas avoir des bruits de fond et une fois que vous avez posé votre question, coupez le micro. Voilà, tout simplement. Donc je vais commencer avec Anthony Vieira. Hop. Hop, allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon Anthony, vas-y, je te laisse poser ta question. Ok. Ouais, deux petites questions très simples. La première, quand on compare le prix d'une consultation en France par rapport à nos voisins européens, on voit que nos voisins sont entre 50 et 100 euros. Comment ils font? Et est-ce que leur sécurité sociale à eux rembourse ou pas ces consultations? Et la deuxième question est, est-ce qu'il ne faudrait pas créer des centres de taille intermédiaire entre le médecin de ville et les urgences pour gérer la bobologie et également tout ce qui est post-opératoire? Et également maladie. Hop. Je suis désolé Anthony, j'ai cliqué trop vite. Donc Jean-Louis, est-ce que tu peux répondre? Moi, je suis assez partisan de faire des comparaisons, effectivement, en Europe. On a deux systèmes de financement différents, en fait, en Europe. On n'est que deux pays à être ce qu'on appelle bismarckiens, c'est-à-dire avoir un système de sécurité sociale basé sur des cotisations historiques liées au travail. C'est l'Allemagne et la France. Et donc, se comparer à l'Allemagne, c'est avoir une comparaison qui est plausible par rapport au mode de financement du système de santé. Les autres États européens sont des modèles beveridgiens à l'anglaise, c'est-à-dire que c'est une fiscalité qui va attribuer la rémunération par l'État. Et donc, nous, on est en France, vous allez le constater, si on regarde un peu les deux, on est entre les deux maintenant. On n'est plus tout à fait bismarckien, mais on n'est pas encore beveridgien. On n'est pas encore complètement fiscalisé par la CSG. On garde encore des cotisations assises sur les rémunérations du travail. On a toujours la sécurité sociale qui est un organisme privé, mais c'est quand même le ministère et le Parlement qui déterminent les enveloppes budgétaires. Cette dualité-là, ce entre-deux, comme dirait le président de la République, pose problème parce que parfois l'entre-deux, c'est ni d'un côté ni de l'autre. Alors oui, il y a des systèmes européens qui ont fait le choix d'un système et qui peuvent après appliquer des rémunérations plus élevées, mais en contrepartie parfois, il y a des contraintes. Le modèle anglais rémunère mieux, mais sans doute qu'il y a des listes d'attente, on le sait, qui sont établies. Le patient n'a pas aussi peut-être le libre choix du praticien autant qu'il l'a sur le territoire national aujourd'hui. Il y a une vraie, tout le monde nous admire pour ça, mais on peut aller chez Pierre, puis ensuite aller chez Paul et retourner chez Pierre après. Ça, dans certains pays, c'est pas tout à fait la possibilité qui est offerte. Et donc, le groupe de travail que je vais essayer d'animer devra faire des comparaisons pour analyser ces phénomènes-là, pour ensuite se dire quelle est la voie que nous allons choisir. Ça, c'était sur le premier volet sur la rémunération. Le deuxième, Julien, c'était quoi la question? Alors Il y avait une deuxième question. c'est Ah oui, les petits centres. Voilà, les cabinets Oui, intermédiaires. on est en pleine dans ces réflexions, c'est ce que je disais, ce qu'on appelle un peu les cabinets de consultation non programmés. Mais il y a aussi, dans l'autre sens, des cabinets qui commencent par s'organiser, qui sont regroupés, dans lesquels on trouve infirmières, kinés, parfois centres de radiologie aussi, et des médecins libéraux, des médecins généralistes, et qui commencent à remplir aussi ces missions-là. Donc il y a une espèce de reconfiguration spontanée du maillage territorial, où le cabinet isolé commence à un peu s'effriter, et où on voit des tendances complémentaires. Alors, faut-il les adosser à l'hôpital comme ils l'ont programmé? C'est pas forcément nécessaire, mais voilà, il va falloir qu'on maille le territoire de centres intermédiaires, comme l'a dit notre interlocuteur, parce que sinon on n'arrivera pas à remplir toutes les dispositions hospitalières, surtout si on continue à concentrer les établissements. Et on pourra peut-être parler des naissances tout à l'heure, mais vous allez voir que si on fait rien, il va se passer des regroupements hospitaliers très forts et il y aura des territoires qui mettront 1 heure et demie pour rejoindre un hôpital et donc aller au service d'urgence 1 heure et demie après sa blessure. Ça commence à être long. Les naissances, on abordera très très rapidement parce qu'il y a quelques questions et après on doit finir la réunion. Je vais passer la parole à... Oui, j'ai entendu. Oui, est-ce que je peux intervenir? Vas-y Elie, vas-y. Julien?
Oui, alors en réponse au problème d'engorgement des urgences hospitalières, il y a des centres maintenant, des maisons de santé, notamment à Marseille, qui se sont un petit peu orientés, spécialisés dans les urgences pour désengorger justement les hôpitaux. Et ça marche pas mal du tout. Il y en a 2 à Marseille, enfin, à ma connaissance, il y en a 2 à Marseille, où les patients peuvent se présenter pour les petits bobos, les petites urgences, notamment de nuit, mais même aussi de jour. Et ça aide et ça permet de pallier à certaines déficiences au niveau du timing des hôpitaux, des urgences hospitalières. Voilà. Merci Elie pour la précision et c'est vrai, il y en a 2 à Marseille, c'est tout à fait vrai. Je vais passer la parole, à Julien Néron et ensuite ce sera Grégory Bellost, Guillaume et Étienne et ensuite on fera un petit passage sur les naissances et on en terminera là-dessus. Vas-y, Julien, je te fais monter. Bonsoir à tous, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, Du coup, j'avais une question parce qu'on a échangé pas mal sur le chat à ce niveau-là, sur le prix de la consultation. Ça rejoint un peu la question d'Anthony. À l'automne, il me semble qu'elle va passer à 26,50 €. Quel est votre avis là-dessus? Et la deuxième question à ce sujet, c'est qui va financer la 1,50 € en plus? L'évolution des rémunérations, d'abord, ça repose la question de la négociation conventionnelle. J'ai vu que dans le chat, il y avait un certain nombre de questions autour de ça. Les négociations conventionnelles piétinent, elles sont pas simples. Vous y avez peut-être assisté, ça met beaucoup de mécontentement. Ça constitue des groupes, les syndicats médicaux ont une position. Après le bon montant, voilà, c'est ce qui a été accordé 26,50, qui va payer, je sais pas, ça serait logiquement la sécurité sociale. Après, encore une fois, notre triple financement n'a jamais été posé sur la table en disant qui paye quoi et qu'est-ce qu'on fait. Donc oui, il y a un malaise des médecins, c'est évident, sur la rémunération. Il n'y a plus de contrat social, j'allais dire. Historiquement, dans les années 45 ou en 70, quand on a mis en place le conventionnement, il y avait un contrat social qui consistait à dire la Sécu solvabilise les citoyens. Elle va solvabiliser l'ensemble des citoyens, enfin, au moins à l'époque des travailleurs, et vous allez en contrepartie avoir un certain nombre de devoirs. On n'arrive plus à reconstituer ce contrat social en ce que tu me donnes, qu'est-ce qu'il y a en contrepartie que je te dois et qu'est-ce que je dois faire. Et je trouve que le débat conventionnel, il est pour l'instant uniquement sur le niveau de rémunération et on n'arrive plus à avoir un dialogue sensé, concerté sur qu'est-ce qu'on attend du corps médical sur le territoire, qu'est-ce qu'on est prêt à lui rémunérer pour ça. Et à partir de là, on lui demande un certain nombre d'obligations et une rémunération qui va de pair. C'est pour ça que tout à l'heure, sur les consultations dans le reste de l'Europe, qui sont plus valorisées, ils ont encore établi le contrat social entre le corps médical et la société. Et aujourd'hui, il faudrait rétablir ce contrat médical. merci Jean-Loup. Je vais donner la parole à Grégory Bellost. Normalement, je l'ai fait monter. Ouais, c'est bon. Bonsoir Grégory. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors je prolonge la question sur laquelle a répondu Jean-Louis juste avant. Est-ce que le sujet qu'on a sur le financement de la santé, un petit peu comme le sujet du financement des retraites, qui a donné l'opportunité à David Lisnard de pouvoir avancer sur le sujet de la capitalisation, c'est pas déjà de refaire prendre conscience aux citoyens qui payent chaque mois sur sa fiche de paye et qui financent l'assurance maladie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des tests autour de vous, mais concrètement, en fait, les gens n'ont aucune idée en fait du prix de la santé et de ce qu'ils payent, soit de ce qu'ils payent de manière directe en fait par prélèvement sur leur salaire, soit de ce qu'ils payent en fait de manière indirecte parce que ça passe sur la carte vitale et que finalement, voilà. Donc il y a plus de prix. Et donc, à partir du moment où il n'y a plus de prix, en fait, on n'y accorde plus de la valeur. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur comment est-ce qu'on reconstruit en fait cette valeur, au moins dans l'état d'esprit du citoyen, de telle manière à ce qu'on puisse après poser les bonnes questions pour dire est-ce qu'on en a pour notre argent? Merci beaucoup Grégory. Jean-Louis, si tu veux y répondre.
Oui, on est passé, ce que dit Grégory, c'est-à-dire qu'on est passé du statut de cotisant, parce qu'on se réunissait, hein, c'était l'esprit de la sécurité sociale, c'est tous pour un et un pour tous. On met, et le défi historique de la sécurité sociale, c'est on cotise selon ses revenus et on reçoit selon ses besoins. C'est un miracle. Ce principe-là est un miracle. C'est-à-dire que tu donnes 1 euro, mais tu vas recevoir selon tes besoins. Tu peux avoir 100 000 euros de dépenses sanitaires, alors que celui qui cotise 100 000 va avoir 1 euro. Et c'était cette solidarité historique qui s'est effritée avec le temps et qui fait qu'aujourd'hui, là aussi, la Sécu, on l'a essayé de la faire disparaître au profit d'un modèle fiscalisé où on dit bah, les impôts, tu ne demandes pas combien coûte un commissariat. Tu ne demandes pas combien coûte l'armée. Et donc, le vrai débat qu'on va avoir, c'est pour prendre conscience de notre système de santé, est-ce que nos concitoyens veulent se le réapproprier quelque part? Je vous rappelle que jusqu'en 1981, les conseils d'administration de la sécurité sociale étaient élus par les cotisants, par nous-mêmes. Puis on a supprimé cette possibilité-là, et du coup, on s'est détaché de l'intérêt qu'on pouvait avoir. Mais je vous rappelle aussi que les mutuelles, c'est quand même nous tous, et que ces mutuelles-là, elles ont beaucoup de mal à faire leurs assemblées générales, parce que personne ne participe à l'assemblée générale des mutuelles. Donc il y a vraiment à resituer nos concitoyens sur est-ce que vous voulez être sensibilisés à la dépense que représente le coût de vos cotisations, ou pas, quoi. Et à ce moment-là, c'est définitivement une fiscalité qui permet de faire les choses. Mais du coup, on se désintéresse du coût et on se désintéresse aussi de la façon dont ça va être réparti. Donc c'est un vrai débat ce que pose Grégory, et je pense que dans le groupe, il y a une vraie définition. Notre nature, un peu libérale, voudrait qu'on réimplante davantage de prise de conscience des acteurs, comme l'a dit David pour les retraites. La capitalisation, ça responsabilise un peu plus. Il y aura sans doute à remettre un peu d'implication des acteurs pour essayer de redéfinir un système de santé où le citoyen, en tant que tel, en tant que payeur, quelque part, se réimplique dans le dispositif. Merci beaucoup pour cette réponse. Je passe la parole à Guillaume. Il reste 3 questions. On les fait en rapide et ensuite on conclura. Guillaume, je te fais monter. Active le micro, Guillaume, et c'est parti. Ouais, c'est bon, j'avais désactivé en fait. Ok. Non, parce que j'étais en push to talk. Moi, j'ai une question qui relève un peu de la prospective, mais je l'avais postée déjà dans le Discord. Donc, je vais la relire, celle que j'avais posée ce soir. Donc, la question est la suivante. Comment voyez-vous l'avenir du système de santé français face aux révolutions scientifiques en approche? Donc là, on parle de l'intelligence artificielle, évidemment, les progrès de la génétique, la médecine connectée, l'individualisation, voire la personnification d'un parcours de soins qui serait très anticipable. Et dans un contexte d'augmentation prévisible du coût marginal de la santé, et à l'instar de la problématique qui pèse actuellement sur notre système de retraite, qui est celui du ratio cotisant-bénéficiaire, en l'occurrence, le problème est à peu près le même, étant donné qu'on a un système qui repose sur le travail via les cotisations, même si la CSG, effectivement, prend de l'importance, quoi. Est-ce que notre système de santé, qui est en crise, centralisé, relativement monolithique, est-ce qu'il pourrait continuer à faire face à l'augmentation prévisible des coûts? Les coûts sont déjà en augmentation, mais on peut s'attendre avec ces révolutions à des coûts encore bien plus élevés. Et donc, est-ce qu'il pourrait faire face en continuant à préserver l'accès aux Français aux meilleures technologies, comme pourront le faire nos voisins, quoi. Merci Guillaume, je te fais redescendre. Jean-Loup, si tu veux y répondre. C'est impératif, parce que si on n'arrive pas à moderniser notre dispositif, on va continuer notre dégringolade, parce que nous avons été, peut-être que nous n'étions pas vraiment premiers, mais on devait frôler les premières places du système de santé mondial.
Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Quand on fait l'analyse de notre système, les déserts médicaux, les difficultés hospitalières, la souffrance des professionnels, les difficultés qu'ont les médecins de ville, enfin, on n'est plus le premier système de santé au monde. On a dégringolé dans la hiérarchie. Il va falloir remettre effectivement de la souplesse d'adaptation, et c'est une vraie difficulté. C'est pour ça que ça passe par les questions qui ont été abordées sur la formation des jeunes, les sensibiliser à ces nouvelles techniques. Guillaume, si les jeunes ne sont pas déjà sensibilisés, c'est difficile de changer un système qui a plein d'archaïsmes. Il faut mettre de la fluidité dans les parcours. Il va falloir effectivement que ce qui peut se faire simplement se fasse simplement et que ne se fasse pas de façon compliquée pour maintenir des situations ou des postures, comme on le voit parfois. Je disais tout à l'heure la cataracte qui a vraiment évolué de façon très importante. Il est normal qu'elle soit révisée dans son fonctionnement et dans son coût. C'est tout à fait logique. Et donc, ça permet de dégager des marges de main-d'œuvre pour financer des opérations nouvelles, plus coûteuses, et qui permettent d'avoir une qualité de soins qui restera dans le peloton de tête des pays occidentaux. Enfin, moi, c'est ce que je souhaite. Et je me dis, il y a tout un mécanisme à mettre en place, mais je suis aussi optimiste. Je pense que les professionnels qui sont impliqués ont aussi envie de garder ce haut niveau de technicité. Et si collectivement on propose des choses, ça devrait normalement pouvoir se faire. Merci Jean-Loup. Je prends la dernière question. Étienne, il y avait Muriel tout à l'heure, mais je ne sais pas si elle est encore là du coup. Donc si Muriel, tu es là, n'hésite pas à relever la main. Étienne, c'est à toi. Bonsoir Étienne. Vous m'entendez? Oui. Alors ma question était la suivante, je l'ai mis dans l'échange, c'était par rapport à la situation de l'hôpital. Xavier Fontanet invite souvent à prendre exemple sur ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande, qui était à peu près dans la même situation que nous dans les années passées, et qui a fait une vraie révolution en partant de deux principes: que le tout gratuit n'était pas bon, et que la prévention avait un rôle principal. Alors je dis en deux mots ce qu'ils ont fait. Ils ont privatisé la Sécu en 5 assurances, où du coup il y avait le fait de s'assurer. Tout ce qui était bobologie, entre guillemets, était à la charge du citoyen. Pour les problèmes de moyens de gamme, il y avait un système assurantiel avec un bonus-malus, c'est-à-dire par exemple les gens qui fumaient, buvaient avaient un malus, et il y avait un système de bonus pour notamment dès qu'on faisait un diagnostic au niveau du médecin régulièrement, etc., au niveau de sa santé. Et l'État qui assurait les gros soins, les soins des personnes en difficulté, et les gens avaient la part de leur cotisation sécu qui était revenue sur leur salaire. Et deuxièmement, au niveau des hôpitaux, ils ont mis beaucoup plus en charge le privé en les engageant, et il y a une spécialisation par zone d'activité et par établissement. Et en fait, ça a conduit au niveau des mutuelles, la prévention s'est mis en place c'est généralisé au niveau des mutuelles avec des bilans réguliers, etc. Et ça a eu, dans ce qu'il a pu étudier lui, des vrais résultats en termes de baisse de dette et de résultats. Je voulais savoir si vous aviez pu étudier un petit peu ce qui se faisait, si on pouvait s'en inspirer, et si c'était une solution dans la crise qu'on connaît actuellement. Merci Étienne pour votre question. Jean-Loup, est-ce que tu peux lui répondre, s'il te plaît? Au stade où on en est, Étienne, on n'a pas encore ces états comparatifs, mais la démarche que tu évoques, c'est celle que nous voudrions développer, c'est-à-dire on a encore du temps. David n'est pas encore aux affaires, et donc c'est le moment où il faut justement concentrer les efforts de réflexion pour arrêter un programme qui soit élaboré. Et pour l'élaborer, il va falloir se comparer. Et ce que tu dis est tout à fait important, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux du système de soins, c'est-à-dire quel est son financement, comment on le finance, quel est le panier de soins qu'on veut financer, quelle est l'action qu'on veut mener pour essayer de sensibiliser nos concitoyens à le coût qu'on a déjà évoqué, mais aussi à la prévention du risque qu'ils peuvent avoir. Et tout ça, c'est une redéfinition presque historique de refaire ce qui s'est passé en 1945 puis en 1971, avoir le courage de dire on va mettre sur la table la discussion autour du système de santé avec nos concitoyens,
Parce que je pense que nos concitoyens, quand on le voit, et vous en êtes la preuve encore ce soir, ça reste quand même une de ces préoccupations majeures d'avoir un système de santé qui soit adapté à ses besoins, mais qui soit aussi le plus large possible et de meilleure qualité qu'il ne l'est actuellement. Donc le groupe de travail a du pain sur la planche, ça c'est sûr. Bah, écoutez, ça sera tout pour les questions. Je vais vous donner le tout à tous un petit mot de la fin. Stéphane, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à cette réunion? Oui, juste pour vous dire simplement que bon, effectivement, moi mon dada en fait c'est la formation et je reviens sur cette formation des soignants. Je sais qu'actuellement une révision du décret infirmier est en perspective et que, la délégation, enfin que la fédération et que la comment ça s'appelle? Excusez-moi, l'inspection générale des affaires sociales est en train d'émettre, un grand questionnaire justement sur les attentes des étudiants et que j'espère que ça va aller beaucoup mieux pour eux et beaucoup mieux pour nous. Voilà. Merci, Stéphane, tout à fait. Élie, est-ce que tu veux rajouter le mot de la fin? Moi, effectivement, cette réflexion, ces réflexions que nous avons eues sont très intéressantes. Je pense qu'il faudrait mettre un appui sur la démographie médicale et surtout bien réfléchir sur ce problème-là. Et c'est un problème, je pense, qui est fondamental. On en parlera peut-être aussi avec David Guézard, on essaiera de lui soumettre quelques idées. Voilà, merci beaucoup. Merci Élie. Jean-Loup, le mot de la fin, tu voulais peut-être parler des naissances, tu l'avais dit et un mot de la fin, de ton choix. Vas-y. Non, d'abord, je voulais aussi remercier Stéphane et Élie parce qu'ils m'ont aussi éclairé ma lanterne et je les remercie de leur contribution. Oui, il y a tellement de sujets, je ne vais pas dire les naissances, mais autour de la santé, il y a tellement de sujets qu'on aurait pu aborder et je pense, Julien, que tu referas un sujet sur la santé. On voulait parler de la baisse des naissances et d'une politique, quelle est la politique nataliste que l'on voudrait pour notre pays ou pas? Ou va-t-on subir, comme tous les autres pays, une baisse de la natalité qui va nous amener à 1,5, 1,2 enfants par femme et on va connaître plus de décès que de naissances. C'est un vrai sujet pour notre devenir dans le pays. On voulait parler aussi des maladies chroniques, qui est un sujet majeur, comme tout le monde le sait. Et il y a plein, et de la proximité, évidemment. Ce que je veux dire en conclusion, c'est la mission que nous donne David dans ce groupe. C'est d'abord, il nous dit, je suis convaincu que le système de santé français, c'est un petit trésor qu'on a constitué avec le temps, mais qu'en fait, il est complètement bloqué par une tonne de verrous. Et ce qu'il nous demande, c'est de savoir où sont les verrous, de les mettre en évidence, de les critiquer éventuellement pour essayer de les faire sauter progressivement, pour relibérer le système de santé et lui donner un meilleur avenir dans les prochaines années. Voilà, c'est la mission du groupe santé. Et si parmi les gens qui ont assisté ce soir à la réunion, il y en a qui veulent participer, faites-le savoir à Julien et je serai très heureux de vous y accueillir. Merci beaucoup. Bah, quant à moi, je vais vous faire le petit mot de la fin. Donc, c'était une première. Donc, il y aura sûrement des ratés, il y aura sûrement des améliorations. Et je reviendrai vers vous tous pour vous demander ce qu'on peut améliorer sur le format, etc. Sur éventuellement le prochain thème que l'on pourrait aborder. Pour vous dire aussi qu'on refera effectivement plus tard, hein, on va laisser passer du temps, on va laisser passer du travail, des événements, etc. Et on reviendra sur certains thèmes. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu pour une première et je suis très content de l'avoir organisé. Je remercie très, très, très chaleureusement toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette réunion, les intervenants, Élie, Stéphane, Jean-Loup, Michel, Benjamin et d'autres. Enfin, il y a plein qui m'ont aidé à réaliser cette réunion et je vous remercie beaucoup. Vos questions seront évidemment transmises. Ne vous inquiétez pas, dans leur intégralité, celles qui ont été sur le chat de réunion santé. Et je vous dis à bientôt pour une autre réunion. Et bien sûr, vive la nouvelle énergie. On peut terminer comme ça. Bonne soirée à tous.